Au Maroc, les trônes sont présentes, mais il n'y a pas que des trônes, il y a aussi des arbres qui sont traités, façonnés partout, aussi bien dans les contextes un peu forestiers que dans des contextes qui sont profondément transformés en agriculture. Le bois, il est toujours présent avec les autres cultures, que ce soit dans des vergers d'oliviers ou des vergers d'amandiers ou des vergers en montagne avec les noyers. Vous avez toujours cette relation étroite entre les arbres et les autres cultures. On ne peut pas envisager des cultures avec une seule espèce et un seul, je dirais, produit. Cette agriculture de l'arbre, bien sûr, il est la base et le fondement même de nos systèmes productifs agricoles. Ça fait partie de la vision des agriculteurs d'avoir une hétérogénéité de produits, une multitude de produits. Vous savez, on est dans un pays c'est pas un pays humide, on est dans un pays sec où la rareté des ressources hydriques fait que les agriculteurs ils préfèrent avoir une diversité au niveau des arbres. On n'aurait jamais une seule espèce, des fois on en met deux ou trois. Des lignes d'oliviers, des lignes d'amandiers à côté, des lignes de rosacées, des abricotiers ou autres. Et après, vous avez des rotations avec soit des céréales, soit des fèves ou d'autres cultures. Ça fait partie de cette vision de ne pas tout mettre sur une seule espèce qui risque de subir les aléas climatiques ou des risques d'attaques parasitaires ou autres. Ou la chasseresse, bien sûr, comme élément fondamental dans la conduite des cultures au Maroc. L'arbre reste la sécurité. En tout cas, l'arbre, c'est la sécurité dans la mesure où il s'affectera moins des aléas climatiques que les autres cultures annuelles. Avec le changement climatique, les agriculteurs le sentent maintenant. La durée végétale commence à être très réduite. Avant, on avait des périodes végétatives qui commencent dès le mois d'octobre, septembre et qui s'allongent jusqu'au mois de mai pour avoir de bonnes récoltes. Actuellement, tout l'automne est sec et on doit s'adapter avec des cultures qui s'adaptent à une période qui n'est de 3 ou 4 mois de l'année au lieu d'en avoir 7 ou 8. C'est très très énorme comme réduction de la capacité productive des cultures autres que les arbres. Alors que les arbres, ils s'adaptent mieux avec leur enracinement, avec leur système de gestion, s'ils sont bien façonnés, ils produisent, ils assurent les agriculteurs d'un produit qui va être transformé après ou bien stocké facilement, etc. Oui, la taille des frênes est très très importante dans un contexte de rareté de la ressource parce que on est dans une zone de montagne où les dotations, je dirais, environnementales sont réduites. On n'a pas de sol, on n'a que de la lapiaz sur des rochers calcaires très fissurés qui ne retiennent pas l'eau, il n'y a pas de sol. Et pourtant, on a cette espèce. Il faut remarquer aussi que ce frêne, il est endémique. Il n'est pas... Ce qu'il fait, c'est déjà sur le plan patrimoine génétique, il est très adapté à ce contexte de froid en hiver. C'est très rigoureux. Il neige beaucoup. Et bien sûr, une sécheresse estivale qui dure pratiquement 4 à 5 mois de l'année. C'est quand même important. Et les gens, ils ont su trouver dans cette ressource une alimentation pour leurs bêtes et une ressource ligneuse pour la construction, pour le bois de feu, dont ils en ont énormément besoin. Aussi dans un contexte social très particulier, on est dans des zones de gros pastoralisme. Vous avez de grandes tribus qui tout le temps, ils ont conduit leurs troupeaux depuis le sud marocain, aux confins du désert, où ils passent leur quartier d'hiver, et ils remontent graduellement vers la chaîne de l'Atlas, à des sommets qui dépassent les 3000 mètres d'altitude. Et là, ils passent l'été dans les alpages d'altitude, et ils reviennent. Et bien, c'est avec cette espèce qu'on pense qu'ils ont réussi à ne plus faire la transhumance, une transhumance très localisée, là où ils sont, et se sédentariser, en façonnant l'arbre, en garantissant du bois pour construire leur maison, et un fourrage qui vient vraiment terminer la saison au moment où il y a un grand risque sur toutes les autres régions où il n'y a pas ce bois qui produit ce fourrage. Ailleurs, il n'y a pas de frêne, la transhumance se maintient.
Ça, c'est leurs cousins Zayt Ata, ils continuent à faire la transhumance juste à côté. Et ils vont se retrouver très localement dans des... D'ailleurs, on les appelle les Zayt Ata Noumalo. En berbère, ça veut dire les Zayt Ata du Nord, parce qu'ils sont sédentarisés, ils sont restés sur la chaîne de l'Atlas au niveau du nord de leur voie de transhumance. C'est justement cette gestion durable de la ressource bois, de la ressource fourragère, qui est très intéressante, qui mérite d'être diffusée ailleurs. Et vous parlez des agriculteurs français. Je suis sûr que ces pratiques existaient avant et qu'ils étaient dans le cadre de mutations socio-environnementales et sociales en général qui ont soit été perdus, soit ils ont été abandonnés, alors que chez nous c'est encore vivant. Ce sont des pratiques dans la conduite des exploitations, ils sont encore vivants. Et ils sont encore vivants et qui constituent encore la cohésion sociale très importante pour pouvoir vivre dans ces régions. Dans le film, vous avez pu voir qu'il y a des arbres qui sont privés dans les exploitations familiales, mais une bonne partie sont mis pour le groupe, c'est-à-dire ils sont gérés de façon communautaire, où chacun reconnaît ses arbres, mais le parcours il est collectif. Et en dehors, vous avez la forêt domaniale, où vous avez des espaces qui sont restés communs à tout le monde, et ils sont malheureusement dans un état un petit peu de gestion qui est malheureusement très dégradé. Alors que quand la population s'imprègne, quand la population est là, les espaces et les parcs pastoraux à Fresnes, ils se maintiennent et ils sont gérés durablement, comme on a pu le montrer dans le film qu'on a présenté. Et ce n'est pas le seul cas, il y a aussi d'autres cas ou ailleurs, d'autres ressources, notamment les genévriers, qui produisent aussi du fourrage, qui produisent du bois, ils sont gérés de la même façon. Ce ne sont pas des trognes dans la mesure où ce n'est pas des rotations régulières de coupe, mais c'est un façonnage très particulier des arbres pour produire annuellement du fourrage qui est prélevé, mais aussi des bois d'œuvre, du bois de feu. Et un terme que je voudrais citer ici, c'est que un des gens l'a cité aussi qu'on interviewe dans le film, c'est que il y a un lien intime avec l'arbre. C'est que quand on protège une petite plante qui vient de pousser, qui va donner un frêne adulte par la suite, en l'entourant de pierres, en la protégeant contre la dent. Et ils utilisent un terme en berbère qui veut dire retenir par les mains, comme on le fait pour un enfant. Et quand on a demandé à d'autres, quand ils sont en train d'élaguer, de façonner, ils utilisent le terme éducation, tarbiya en arabe. Ça veut dire qu'ils considèrent un arbre, c'est comme leur fils ou leur fille, et qu'ils sont en train de l'éduquer. Quand ils le coupent, ça veut dire qu'ils l'obligent à croître dans un bon sens, pour grossir, pour produire plus. Et c'est un savoir formidable. Et malheureusement, dans beaucoup de situations, si ce savoir n'est pas transmis, n'est pas assuré pour la génération future, il risque de se perdre et on est sur la trajectoire de ce qui s'est passé dans des pays comme l'Europe ou le reste des pays méditerranéens. Et ce qui fait, je crois, on a encore ce patrimoine qui est encore vivant et qui peut être profitable d'une vision plus durable de la gestion des ressources naturelles, qui peut être profitable pour les autres communautés méditerranéennes ou européennes. La trogne, c'est un arbre, je dirais c'est plus un arbre naturel, c'est un arbre qui présente une certaine culture de l'homme. C'est-à-dire qu'une trogne, c'est du matériel végétal façonné par l'homme. Donc on ne peut pas reconnaître un arbre comme ça, un arbre naturel qui a poussé d'une graine. Au contraire, il y a une dimension sociale, une dimension anthropique qui est très forte. Et c'est ce qui diffère des autres arbres qui ont poussé naturellement, sans l'intervention de l'homme. Ce qui fait quand on voit une trogne, on voit qu'il y a derrière un groupe humain, des hommes, des femmes qui ont assuré cette forme de l'arbre qui leur est utile.